bâti ce pays, ce sont des étrangers. La Grande-Bretagne, ce sont ces colonies qui ont bâti ce pays. Nous-mêmes, le Congo, nous avons bâti la Belgique. La Belgique a été bâtie par des Congolais. Des Congolais se sont battus pour le compte de la Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Des Congolais sont morts pour la Belgique. Les Indiens sont morts pour la Grande-Bretagne. Et les voici, ils sont là. L'un d'eux est Premier ministre dans ce pays. Nous devrions comprendre cet aspect des choses. Parce que nous continuons à aller de dégâts en dégâts. Le Congo est resté cette forêt vierge, inhabitée. Inhabitée. C'est là où même le monde nous pose la question. Mais vous refusez des étrangers chez vous. Mais qu'est-ce que vous faites de l'espace que vous avez? C'est pourquoi Kagame ose même à dire que s'il y a guerre, cette guerre ne se passera pas ici au Rwanda. Elle se passera en RDC parce que la RDC a assez de l'espace. C'est pour dire que cet espace que nous avons, c'est pour laisser cette forêt vierge comme ça, qui n'est même pas exploitée, même pas par l'agriculture, pendant qu'il y a dans ce monde ici des gens qui manquent où habiter, où vivre. Nous devons penser deux fois. L'immigration n'est toujours pas mauvaise. Il est temps que la RDC définisse une politique d'immigration. L'immigration en RDC est vue comme étant la mauvaise. Qui a dit ça? Qui a dit que l'immigration était la mauvaise chose? Aujourd'hui, nous, les étrangers, nous sommes en train de faire la pluie et le beau temps dans le pays des Blancs. Pourquoi déjà les Blancs nous acceptent chez eux? Et puis ils nous donnent tous les avantages possibles. Tous les avantages. Ils n'hésitent même pas à nous donner leur nationalité. Nous-mêmes et nos enfants. Pourquoi nous continuons à penser que l'étranger est nécessairement une menace? Pourquoi pensons-nous que l'étranger est nécessairement une menace? Au nom de quelle jurisprudence? Non, les Congolais me diront, oh mais tu sembles être naïf, tu sembles être un aveugle intellectuel. Il y a un cas récent d'un certain Kanambe qui est venu détruire notre pays et qui est étranger. Vous savez, nous ne devons pas limiter les policiers de ce pays au cas Kanambe. Et puis le cas Kanambe ne doit pas être une jurisprudence. Ça, c'est un accident de l'histoire. Il y a la jurisprudence, c'est ce qui se passe ailleurs. Des pays ont accueilli des étrangers et à partir de ces étrangers, ils ont émergé. Imaginez-vous que vous êtes aujourd'hui même, qui font l'économie du Congo aujourd'hui? Ce sont les Indo-Pakistanais, des étrangers. Bon, imaginez-vous si eux n'étaient pas là. Parce qu'ils sont détenteurs de petits moyens. Ils amènent leurs moyens. Et comme ils sont chez nous, on n'a pas favorisé la classe moyenne. Au Congo, il n'y a pas de classe moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui ont un peu de moyens pour créer le business. Et ceux-là qui viennent des étrangers indo-pakistanais, c'est eux qui tiennent le business au Congo. Et si eux n'étaient pas là, ou qu'on prenne la décision de les rapatrier tous, que deviendrait notre économie?
C'est là le problème. Nous devons réfléchir 2 fois. Et surtout, nous devons enfin arriver à une conclusion pour définir une bonne politique d'immigration. Le Congo devrait être un pays ouvert au monde. Alors, ouvert au monde, où tout le monde devrait venir faire de ce pays sa terre. Non pas seulement aux étrangers ou comment. Parce que comment on peut expliquer que dans les rues de Kinshasa, ou même ici, les Congolais de la diaspora, continuent à parler en termes d'étrangers, les étrangers au Congo. Sans étrangers, comment ce pays peut avancer? Seulement avec nous-mêmes, les autochtones, nous les fils du pays. Est-ce que nous pouvons nous regarder vraiment dans les yeux? Même si aujourd'hui, les investisseurs enfin décident de venir implanter leurs investissements au Congo. Prenons ça comme hypothèse, que les infrastructures de base sont désormais là, l'eau, l'électricité, parce que les usines ne peuvent fonctionner qu'avec l'eau, l'électricité, l'internet. Imaginez-vous que, bon, avec le gouvernement en place, on parvient à mettre ces éléments de base en place. Dites-moi comment, qui va faire tourner l'économie, une économie où nous avons des grandes entreprises, des multinationales qui viennent investir au Congo. Qui va aller travailler là-bas? Qui va aller travailler dans ces entreprises? La politique d'immigration, c'est l'un des éléments clés qui attire même les investissements. C'est pourquoi ici, le Home Office, qui est le ministère de l'Intérieur, c'est un des ministères clés du gouvernement. La politique du Home Office définit même l'économie de ce pays. C'est pourquoi ici, il y a même des appels. On demande à Sunak d'abolir la politique de Boris Johnson, de rapatrier tous les immigrés qui arrivent au Rwanda. Faites du Congo un pays moderne qui accepte l'immigration. Ce pays va se développer dans un espace le plus bref. L'immigration des hommes. Amener des hommes. Parce que quelqu'un qui vient dans un pays étranger ne vient que pour travailler. Ne vient que pour étudier. Et quand il travaille, quand il étudie, il crée de la richesse pour le pays d'accueil. C'est à nous de mettre les infrastructures en place, accueillir les étrangers, et de tous bords. C'est dans ce contexte alors, une loi ou une proposition de loi comme celle de Tchani, le très respecté Dr Tchani, devient une loi rétrograde. Une loi rétrograde. Le Congo a besoin de cerveaux et de mains. Parce que les cerveaux qui sont au Congo, les mains qui sont au Congo ne suffiront pas dans la perspective où le Congo décollerait économiquement. Ça signifie que dans la perspective où le Congo accueillait beaucoup d'investissements étrangers, beaucoup d'emplois et d'emplois qualifiés. Ce n'est pas l'emploi où, bon, les tomates, couper les tomates. Oui, les Congolais peuvent faire ça. Avec le niveau de l'éducation du Congo, l'éducation qui est distillée au Congo, même les universitaires d'aujourd'hui au Congo ne constituent pas une main-d'œuvre pour de grandes entreprises internationales qui s'implanteraient au Congo. Personne n'aurait du travail.
personne n'aurait du travail. C'est que les licenciés qui finissent maintenant au Congo sont loin d'être une main-d'œuvre pour les grandes entreprises des Blancs. Sont loin d'être... Nous, on a vécu ça. Nous, on a fini aussi des études au Congo. Mais quand on est arrivé ici, on vous dit recommencer. Recommencer à zéro. C'est pourquoi ici, nous sommes venus, on a encore fait des licences, des master degrees, des doctorats. Tout simplement parce que, avec le niveau qu'on avait au Congo, on est nulle part. Et c'est ça le message que je vais envoyer au chef de l'État congolais. L'éducation qui est distillée au Congo aujourd'hui, c'est une éducation qui est nulle. Le jeune Congolais qui quitte l'université aujourd'hui au Congo, il n'est pas compétitif. Il n'est pas compétitif. D'où la réforme de cette éducation. Il faut une réforme, alors une réforme sans complaisance et en profondeur de notre éducation. Le Congo n'a pas de main-d'œuvre. Nous n'avons pas de main-d'œuvre. Voici un pays qui ne prépare pas son avenir. Nous n'avons pas de main-d'œuvre. Les Congolais, on les a habitués à toujours réfléchir. Oh, le président est allé chercher des investisseurs. Les investisseurs. Mais ces investisseurs ne viendront alors jamais. Ils ne viendront jamais. Ça, c'est de la politique politicienne qu'on fait distiller au Congo. Ils ne viendront jamais. Et alors jamais, dès lors qu'il n'y a pas d'infrastructure, ça c'est d'abord une première situation. Le Congo, c'est un pays sans infrastructure de base. Deuxièmement, sans main-d'œuvre qualifiée, vous n'avez pas d'investissement de qualité. Le Congo n'aura pas d'investissement de qualité. Il faudrait que nos universités deviennent des universités. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui là. Quelle est notre université qui est même parmi les 20 premières en Afrique? Nos universités du Congo. Dites-moi, quelle est celle-là qui est même alignée parmi les 20 premières d'Afrique? Absolument aucune. Nous n'avons pas d'université au Congo. Nous n'avons pas un enseignement secondaire au Congo. Nous n'avons pas l'enseignement primaire au Congo. Tout est par terre. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du ramassis. C'est de l'argent du trésor public qui est gaspillé, jeté à travers la fenêtre. La fameuse gratuité dont on parle et qui est en train de sortir des millions chaque mois pour le financer, elle ne devrait même pas exister parce qu'elle finance quoi? Ce que nos enfants reçoivent, ce n'est pas de la formation. Le pays n'est pas compétitif. Nous ne formons pas de cadres de demain. Et tout est à revoir. Et puis, au-dessus de ça, on prend la xénophobie, on met encore là-dedans. Alors que ce déficit d'éducation, nous pouvions gagner ça en amenant ceux-là qui ont bénéficié de bonnes formations dans leur pays, qui seraient attirés. Je sais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui attirerait quelqu'un de quitter son pays pour venir en RDC? C'est pour dire que ce pays, il ne faut pas qu'on se perde dans des discours. Oh non, les choses changent. Qu'est-ce qui change au Congo? Qu'est-ce qui change au Congo? Ici, aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur la politique d'immigration.
Il est temps qu'on commence à réfléchir, qu'on abandonne un peu ce discours inutilement xénophobe. Ça ne paye pas. Le Congo a de l'espace. Nous avons de l'espace pour loger les gens, pour vivre avec les autres. Et que ces autres-là, ils ne viendront pas pour nos beaux yeux seulement. Ils viendront travailler pour nous. Travailler pour notre progéniture. Ils vont construire ce pays. Ce pays a été construit par des Indiens, par des Pakistanais, par des Zimbabwéens, par toutes les colonies, par les Kenyans, hein, par toutes les colonies britanniques. Ce pays a été construit par les étrangers. Nous devrions comprendre cela. L'immigration n'est pas une mauvaise chose. L'immigration contribue au développement. L'immigration contribue au développement d'un pays. Nous voici avec M. Sunak, aujourd'hui Premier ministre dans ce pays, qui devient l'homme solution. Il n'est pas une menace. Légiférons. C'est pourquoi nous continuons à dire ici sur Canal Télé, au lieu que notre Parlement, l'Assemblée nationale, prenne son temps pour légiférer, pour faire des réformes, prendre des lois positives. Non, c'est plutôt du folklore. Et ce folklore, commençant au sommet, avec un bosso qui fait du folklore, alors du folklore, et vous prenez les autres membres du Parlement. Et quand déjà vous voyez des sommités comme le professeur Mbata, qui, une sommité pourtant, quelqu'un que j'ai toujours respecté, devenir un chantre, professeur Mbata, devenir chantre, il ne peut plus comme ça prononcer une phrase sans faire des éloges. Il oublie que de sa bouche ne peut sortir que la science. De sa bouche ne peut sortir que de bonnes paroles, des paroles qui peuvent bâtir. Mais si des scientifiques aussi chevronnés, comme le professeur Mbata, peut tomber dans la médiocrité aujourd'hui, le Congo est dans la dérive. Nous disons ces choses, pas parce que nous voulons nous prétendre, c'est parce que nous tirons des leçons de là où nous vivons dans la diaspora et nous voulons que notre pays fonctionne. Ce pays-là doit fonctionner. Et il est temps que des apprentis sorciers vraiment comprennent que... Parce que ce pays devient un pays, tout le monde peut être tout le monde. Depuis qu'on a vu tout le monde devenir tout le monde, et tout le monde espère devenir tout le monde au Congo. Et là, c'est un précédent très fâcheux. Et si tout le monde ne devient pas Premier ministre, tout le monde ne devient pas président. Non. Il y a des étapes à franchir pour le devenir. Mais au Congo, non, on a vu un petit coup de force, on le devient. Un petit mouvement, un petit opportunisme avec un parti alimentaire, on gravit des échelons, on devient ministre. Toujours avec sa valise de parti alimentaire, on peut encore devenir même Premier ministre et tout ça. Ça, c'est quel pays? Un pays chiffon. Nous disons que il est temps de diriger un peu ce pays-là. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau auprès de vous pour parler de l'actualité. Et comme actualité oblige, nous sommes en direct de l'Angleterre et aujourd'hui, encore une fois, l'actualité est au rendez-vous. Tous les yeux du monde sont braqués aujourd'hui vers l'Angleterre où nous avons encore fait l'histoire aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, que l'histoire, une nouvelle page d'histoire a été écrite ici en Angleterre, où comme certainement vous le savez, parce que
toutes les chaînes ont relayé cette information que l'Angleterre a un nouveau premier ministre. Celui-là n'est pas n'importe lequel. C'est un premier ministre qui vient de ce qu'on appellerait de l'Empire britannique, du Commonwealth, de ceux qui étaient comme de serviteurs de la métropole. C'est une grande histoire, c'est une page de l'histoire qui vient de s'ouvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de ce pays, la Grande-Bretagne, principalement l'Angleterre, c'est un pays qui a une histoire, alors une grande histoire. Je ne crois pas qu'il y en a deux comme ça dans le monde, avec une histoire aussi vaste. Il n'y a pas un coin du monde où les Anglais n'ont pas mis leurs pieds. Même au Congo-Kinshasa, il n'y a pas une place où les Anglais n'ont. Morton Stanley est passé par Kinshasa. Morton Stanley, un Anglais. Ça signifie que ce pays-là, le Congo, serait un pays anglophone. S'ils le préféraient, ils ont préféré laisser cette colonie à leur oncle, leur cousin de Léopold II. C'est pour vous dire que ce pays a conquis le monde. Ce pays a dirigé de main de maître cette planète, je dirais. Il n'y a pas un coin dans cette planète que les Britanniques n'ont pas laissé leur empreinte. Et aujourd'hui, l'histoire qui est en train d'être décrite là, vous voyez en image un peu là, je préférais vous faire cette émission un peu comme en live, parce que nous avons inauguré cette habitude de vous apporter de temps en temps l'information internationale, surtout dans le pays où nous vivons. C'est pourquoi nous sommes la diaspora. Nous ne sommes pas ici seulement pour vous reporter, vous faire des reportages sur Fachi est venu à Londres, Fachi a fait un discours, oh, Fayoulou a dit ceci. Non, nous sommes les journalistes congolais, vivant dans la diaspora. Nous sommes là pour vous amener aussi des événements comme celui-ci. Celui qui est en train de serrer la main là-bas, c'est le nouveau Premier ministre britannique, Monsieur Rishi Sunak, avec son épouse, qui font leur entrée dans le palais royal pour aller répondre à l'invitation du roi Charles. Vous m'excuserez, on n'est pas encore habitué avec le roi Charles. Avec King Elizabeth II, c'était automatique. En tout cas, le roi Charles, donc le Premier ministre vient de faire son entrée dans le palais royal pour rencontrer le King, le roi d'Angleterre, le roi du Royaume-Uni, pour accepter d'être Premier ministre et avoir ses guidances, son leadership. Parce qu'après tout, ici, le head of state, le chef de l'État de la Grande-Bretagne, c'est le roi. C'est lui le head of state. Et celui qui vient d'entrer sera son Premier ministre. Et il va le charger de former son gouvernement. Parce que c'est pourquoi ici on appelle le gouvernement de Sa Majesté. Donc, la couronne est au-dessus de tout. Tout est à la couronne. Le gouvernement de Sa Majesté. Le Parlement de Sa Majesté. Et la cour de Sa Majesté. L'actualité peut être grande. Elle peut être n'importe comment. Mais tout ce que nous dirons autour de cette actualité doit être dans une perspective de tirer une leçon pour la RDC. Alors, c'est là où nous disons que Sunak, personne ne pouvait soupçonner. Et il est le tout premier
un non-anglais, un non-blanc, devenu Premier ministre dans ce pays. Dans un pays où, je dirais, l'identité blanche est dominante. Je sais de quoi je parle maintenant. L'identité blanche, pour ne pas dire l'hégémonie blanche, est dominante. Mais c'est dans ce pays qu'on vient de placer à sa tête un Indo-Pakistanais pour décider de son avenir. Il y a de quoi tirer une leçon. Pourquoi nous avons pris ce sujet? Il y a effectivement lieu de tirer une leçon. La RDC, notre pays, mon pays, parce que le Royaume-Uni est ma seconde patrie, mais la RDC demeure mon pays, et dans tout ce que je fais, je le fais dans la perspective de donner quelque chose à ce pays-là, qui se recherche. Pendant que un pays comme la Grande-Bretagne se permet de placer à sa tête quelqu'un qui serait considéré ici dans une dimension d'esclave, c'est-à-dire de quelqu'un de basse classe. Parce que la Grande-Bretagne, qu'on se le dise, a été ce pouvoir colonial. Si Sunak est venu ici avec ses parents, un peu comme des colonisés, des gens qui sont venus seulement chercher une opportunité de vie. Mais en venant ici, effectivement, ils ont trouvé des opportunités. Ça, c'est la première différence que je voudrais donner pour le Congo. Si aujourd'hui nous constatons que de grands pays comme, disons, la communauté internationale essayent de nous faire la leçon en soutenant des pays comme le Rwanda pour nous agresser et nous déstabiliser, tout simplement parce que cette communauté internationale n'a pas senti une maturité dans le chef des Congolais. Nous n'avons pas démontré une bonne maturité comme peuple. On ne peut pas être un pays comme la RDC et, par exemple, être exclusiviste, être négativiste. C'est-à-dire que vous avez un grand pays avec un grand espace, avec beaucoup de richesses, mais normalement la RDC devrait réfléchir comment faire de ce pays une véritable métropole du monde. Ça c'est, je ne fais que introduire là, auprès des penseurs congolais, quelque chose qui doit leur traverser la tête. Le Congo devrait commencer à penser que nous avons cette vocation de devenir une grande métropole du monde, où le Congo donc devrait attirer le plus de monde possible, d'abord pour son propre développement, et puis pour le développement des autres. Suivez-moi bien. Le Congo devrait attirer le plus de monde possible pour son propre développement, parce que plus vous attirez du monde extérieur, regardez aujourd'hui, M. Sunak, c'est l'homme qui est vu comme étant le sauveur de la Grande-Bretagne en crise.
Ça ne sera pas un Anglais. On a tenté avec une dame avant elle. La dame a encore enfoncé le pays. C'est un étranger. Imaginez-vous si eux, ils avaient une politique de xénophobie, de refus de l'étranger. Est-ce que vous êtes sûr que cela pouvait donner quelque chose? C'est là où nous disons que l'étranger a certainement son côté négatif. Mais il faudrait que, au niveau de penseurs congolais, qu'on réfléchisse 10 fois avant de toujours croire que l'étranger, non, c'est le destructeur, non, il restera loyal à son pays, oh non, il ne peut pas aider le Congo, oh, il sera un traître. Ça n'a toujours pas été le cas. Ceux qui ont même bâti ce pays, ce sont des étrangers. La Grande-Bretagne, ce sont ces colonies qui ont bâti ce pays. Nous-mêmes, le Congo, nous avons bâti la Belgique. La Belgique a été bâtie par des Congolais. Des Congolais se sont battus pour le compte de la Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Des Congolais sont morts pour la Belgique. Les Indiens sont morts pour la Grande-Bretagne. Et les voici, ils sont là. L'un d'eux est Premier ministre dans ce pays. Nous devrions comprendre cet aspect des choses. Parce que nous continuons à aller de dégâts en dégâts. Le Congo est resté cette forêt vierge, inhabitée. Inhabitée. C'est là où même le monde nous pose la question. Mais vous refusez des étrangers chez vous. Mais qu'est-ce que vous faites de l'espace que vous avez? C'est pourquoi Kagame ose même à dire que s'il y a guerre, cette guerre ne se passera pas ici au Rwanda. Elle se passera en RDC parce que la RDC a assez de l'espace. C'est pour dire que cet espace que nous avons, c'est pour laisser cette forêt vierge comme ça, qui n'est même pas exploitée, même pas par l'agriculture. Pendant qu'il y a dans ce monde ici des gens qui manquent où habiter, où vivre, nous devons penser 2 fois. L'immigration n'est toujours pas mauvaise. Il est temps que la RDC définisse une politique d'immigration. L'immigration en RDC est vue comme étant la mauvaise. Qui a dit ça? Qui a dit que l'immigration était la mauvaise chose? Aujourd'hui, nous, les étrangers, nous sommes en train de faire la pluie et le beau temps dans le pays des Blancs. Pourquoi déjà les Blancs nous acceptent chez eux? Et puis ils nous donnent tous les avantages possibles. Tous les avantages. Ils n'hésitent même pas à nous donner leur nationalité. Nous-mêmes et nos enfants. Pourquoi nous continuons à penser que l'étranger est nécessairement une menace? Pourquoi pensons-nous que l'étranger est nécessairement une menace? Au nom de quelle jurisprudence? Non, les Congolais me diront, oh mais tu sembles être naïf, tu sembles être un aveugle intellectuel. Il y a un cas récent d'un certain Kanambe qui est venu détruire notre pays
et qui est étranger. Vous savez, nous ne devons pas limiter les policiers de ce pays au cas Kanambe. Et puis le cas Kanambe ne doit pas être une jurisprudence. Ça, c'est un accident de l'histoire. La jurisprudence, c'est ce qui se passe ailleurs. Des pays ont accueilli des étrangers et à partir de ces étrangers, ils ont émergé. Imaginez-vous que vous êtes aujourd'hui même, monsieur, qui font l'économie du Congo aujourd'hui? Ce sont les Indo-Pakistanais, des étrangers. Bon, imaginez-vous si eux n'étaient pas là. Parce qu'ils sont détenteurs de petits moyens. Ils amènent leurs moyens. Et comme ils sont chez nous, on n'a pas favorisé la classe moyenne. Au Congo, il n'y a pas de classe moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui ont un peu de moyens pour créer le business. Et ceux-là qui viennent des étrangers indo-pakistanais, c'est eux qui tiennent le business au Congo. Et si eux n'étaient pas là, ou qu'on prenne la décision de les rapatrier tous, que deviendrait notre économie? C'est là le problème. Nous devons réfléchir 2 fois. Et surtout, nous devons enfin arriver à une conclusion pour définir une bonne politique d'immigration. Le Congo devrait être un pays ouvert au monde. Alors, ouvert au monde, où tout le monde devrait venir faire de ce pays sa terre. Non pas seulement aux étrangers ou comment. Parce que comment on peut expliquer que dans les rues de Kinshasa, ou même ici, les Congolais de la diaspora, continuent à parler en termes d'étrangers, les étrangers au Congo. Sans étrangers, comment ce pays peut avancer? Seulement avec nous-mêmes, les autochtones, nous les fils du pays. Est-ce que nous pouvons nous regarder vraiment dans les yeux? Même si aujourd'hui, les investisseurs enfin décident de venir implanter leurs investissements au Congo. Prenons ça comme hypothèse, que les infrastructures de base sont désormais là, l'eau, l'électricité, parce que les usines ne peuvent fonctionner qu'avec l'eau, l'électricité, l'internet. Imaginez-vous que, bon, avec le gouvernement en place, on parvient à mettre ces éléments de base en place. Dites-moi comment, qui va faire tourner l'économie, une économie où nous avons des grandes entreprises, des multinationales qui viennent investir au Congo. Qui va aller travailler là-bas? Qui va aller travailler dans ces entreprises? La politique d'immigration, c'est l'un des éléments clés qui attire même les investissements. C'est pourquoi ici, le Home Office, qui est le ministère de l'Intérieur, c'est un des ministères clés du gouvernement. La politique du Home Office définit même l'économie de ce pays. C'est pourquoi ici, il y a même des appels. On demande à Sunak d'abolir la politique de Boris Johnson, de rapatrier tous les immigrés qui arrivent au Rwanda. Et même le pauvre Kagame. Comprenez ce qu'il fait, monsieur le Congolais. Comprenez comment Kagame nous fait des leçons à tout moment. Kagame accepte des étrangers chez lui, dans un tout petit pays, un minuscule pays. C'est une leçon impossible qu'il fait à la RDC. Si un petit pays comme le Rwanda peut accepter des étrangers, à plus forte raison, un pays continent comme la RDC. Le Rwanda, réellement, là, comme on dit en lingala, azo beta biso fimbo ya kimukolo. Fimbo ya kimukolo. Le Rwanda est ouvert. Même si vous voulez aller au Rwanda, ceux qui veulent demander asile,
vous vous retrouvez en terre rwandaise. Vous dites non, moi je suis ici comme réfugié. Le Rwanda va vous accueillir comme tel. Comme tel. Le Rwanda comme l'Ouganda. Il y a des Congolais qui sont réfugiés en Ouganda, des Congolais qui sont réfugiés au Kenya, des Congolais qui sont réfugiés au Rwanda. C'est pour dire que nous devons réfléchir 2 fois par rapport à notre politique d'immigration. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Notre politique d'immigration est dictée par la haine, tout simplement. On prend un petit précédent, j'appelle ça... Bon, vous direz que je minimise trop. Je ne peux pas appeler ça petit précédent parce que ce précédent a causé des millions de morts. Hein, j'ai vite rectifié. Vous m'excuserez. Ce n'est pas un petit précédent. C'était un grand précédent. La présence de Joseph Kabila au pouvoir au Congo, dans sa combinaison avec le pouvoir du Rwanda, cela nous a causé des millions de morts. Oui, c'est vrai. Mais tout simplement, pourquoi nous avons connu ces millions de morts? Pourquoi même ça continue jusqu'à aujourd'hui? Et pourquoi même cette guerre-là a eu lieu? Qu'il y a eu pourtant des Congolais, hein, des gens supposés être Congolais, mais qui se sont sentis mal aimés dans leur pays. Les Banyamulenge, qui se disent, qui sont Congolais de par la Constitution, mais qui se sont sentis être mal aimés dans leur propre pays. Et quand un citoyen d'un pays n'est pas content, n'est pas à l'aise dans son pays, il a plusieurs options. Même un natif, on a vu des natifs du Congo, de Bemba, qui ont pris des armes. Ce n'est pas une affaire de Banyamulenge, tout simplement. Ce n'est pas une affaire de Banyamulenge, tout simplement. N'importe quel Congolais, la Constitution permet à ce que, quand tu n'es pas d'accord, tu protestes, tu peux prendre des armes contre le gouvernement en place. Et les Banyamulenge ont fait cela. C'est à cause d'un certain discours aussi. Je ne suis pas ici en train de les défendre. Je sais que les Banyamulenge ont été pris aussi dans un piège. Kagame au pouvoir là-bas a eu des visées. La fameuse visée d'implanter un certain empire, Imatuti, dans l'est de notre pays. Je connais tout ça. Et dites pas, oh non, ce gars-là est très naïf, il ne comprend pas l'histoire du Congo et tout ça. Non, on connaît la petite histoire. Ici, nous disons ceci. Nous devons avoir une politique claire d'immigration. Ce n'est pas une affaire, oh non, le président qui arrive à Londres, qui lève l'équivoque, oh, désormais, les Banyamulenge sont congolais. Non! Ce n'est pas une affaire de lever des équivoques. Pourquoi d'abord qu'il y ait équivoque? Pourquoi laisser les équivoques? Et c'est là où nous disons que il y a un problème. Le Congo mérite plus que ça. Le Congo a de l'espace. Le Congo a besoin de cerveaux et de mains pour venir travailler pour sa terre. C'est ça la logique de l'immigration. Pourquoi on accepte les gens de l'extérieur venir chez soi? Vous croyez les Anglais nous ont accepté nous de venir chez eux seulement comme ça par plaisir parce qu'ils nous aiment? Il y a un besoin qui les guide à nous amener chez eux. Pour la petite histoire, ici en Angleterre, quand il y a la vague de 2002, il y a eu une vague de réfugiés. L'Angleterre n'acceptait pas beaucoup de réfugiés avant. Mais il y a eu une vague à 2001, vers les années 2000, quand Tony Blair était au pouvoir. Ils ont fait une politique de porte ouverte pratiquement.
Ils ont encouragé eux-mêmes que des gens viennent en Angleterre. Et puis, il y avait même des pays comme le Zimbabwe, et ils n'avaient pas de visa, et ils venaient ici. Beaucoup de pays de Commonwealth, d'ailleurs, tous, ils venaient ici sans visa, celui qui veut rester, il reste, il travaille, il fait sa vie. Et maintenant, ils ont ouvert. À l'époque, avant 2020, il y avait moins de Congolais ici en Angleterre. Parce qu'il y avait une politique de fermeture, vraiment. Ils ne voulaient pas beaucoup de gens. Après, ils ont compris que il y a des coins dans leur pays où il n'y a pas de gens. Les maisons sont vides. On est venu ici trouver des maisons vides, inhabitées. Surtout le côté du nord où moi je suis. Newcastle est une ville du nord. L'économie était faible. Par manque de gens, les consommateurs. L'économie était faible. Pas de consommateurs. C'est-à-dire pas d'acheteurs, pas de vendeurs. Vous trouvez tout un quartier comme ça, des maisons vides. Ils ont compris que nous devons accepter les immigrés. Comme ça, ils vont... Et quand ils amenaient, la tendance était que quand vous entrez à partir de Londres, vous restez seulement dans Londres. Ah, ils ont fait sortir une loi et dit, vous entrez, on vous disperse dans les différentes villes d'Angleterre. On disperse et on s'est mis à disperser des gens dans des villes où à peine on accueillait pour la première fois des Noirs. Moi je me souviens, je me suis retrouvé à Sunderland, qui est une ville très raciste d'Angleterre, la plus raciste d'Angleterre, où quand on arrivait, les gens nous regardaient comme des animaux, comme des chimpanzés. Ils n'en avaient pas l'habitude. Et ils ne voulaient pas d'étrangers parce qu'en fait, ils n'en avaient pas d'habitude. On ne pouvait pas sortir. Je me souviens, on avait peur. On s'est dit, mais où est-ce qu'on est venu ici? On dit, vous allez rester ici. Le gouvernement a dit, on vous veut ici. Oh non, nous on veut Londres parce que... Nous on disait, non, on veut rentrer à Londres parce que Londres est mieux. Il y a beaucoup de Noirs, nous pouvons nous intégrer facilement, vivre à Londres et tout ça. Il dit, vous resterez ici. Ils n'ont pas changé. Ils nous ont logés dans des villes. Certains à Newcastle, certains à Sunderland, d'autres à Manchester, à Birmingham. En dehors de Londres, aller là-bas, c'était quoi? Aller peupler notre partie, l'autre partie du pays, et réchauffer l'économie de ces parties-là. Nous sommes venus ici. Regardez la différence maintenant entre avant que nous on arrive ici et maintenant. Maintenant là, vraiment, par exemple Newcastle, c'est une grande ville avec une forte population. Sunderland, vous allez aujourd'hui, c'est une ville qui respire. C'est une économie qui est en train de bouger. Manchester, n'en parlez pas. Birmingham, Coventry, Kent, et que sais-je encore. Ils ont eu une politique claire et dit, nous avons besoin des mains, des cerveaux pour servir notre pays. Et ils nous ont imposé dans des villes que nous ne voulons pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des Congolais qui sont au nord, d'autres qui sont au sud, d'autres qui sont... On est dispersés. Ils ont voulu ça comme ça. Chacun, tu restes dans ton adresse. Là où on t'envoie. C'est ça, avoir une politique d'immigration. Et maintenant, avec cette politique, les villes qui étaient pauvres se sont enrichies maintenant. Il y a même la vie. Mais quand on venait ici, c'était calme. On s'est dit, mais Londres est chaud. Hein? Londres, c'est... Oh non, il faut aller. On dit pas de... Londres est saturé. Effectivement, Londres était saturé. Et Londres est saturé jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde veut rester à Londres. On s'est dit, non, non, non. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à disperser. Tu entres aujourd'hui, on t'envoie à Manchester. On t'envoie à Birmingham. On t'envoie
à Newcastle, on t'envoie ailleurs. Ça, c'est une politique d'immigration. Ils acceptent des gens. Ils acceptent même ceux-là qui sont appelés terroristes. En fait, les gens des pays qu'on soupçonnerait de terrorisme. Les Iraniens, les Pakistanais, ils sont ici. Ils sont ici avec nous. Pourquoi ils acceptent? Parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils disent, tout le monde, c'est lui qui peut entrer ici, il entre, mais en tout cas, il reste là-bas et ils viennent réchauffer notre économie. Le reste, c'est notre affaire. Ils disent, le reste, c'est notre affaire. Leur affaire, c'est quoi? Et c'est ce que je vais dire maintenant au gouvernement congolais. Je vais dire même au peuple congolais. Le reste, là, c'est quoi? C'est le côté législation. C'est l'aspect législation. Légiférer. Réformer les lois actuelles. Faites de ce pays un pays d'accueil. Vous verrez, dans un temps record, ce pays va se développer. Seulement avec l'immigration. Faites du Congo un pays moderne qui accepte l'immigration. Ce pays va se développer dans un espace le plus bref. L'immigration des hommes. Amener des hommes. Parce que quelqu'un qui vient dans un pays étranger ne vient que pour travailler. Ne vient que pour étudier. Et quand il travaille, quand il étudie, il crée de la richesse pour le pays d'accueil. C'est à nous de mettre les infrastructures en place, accueillir les étrangers, et de tous bords. C'est dans ce contexte alors, une loi ou une proposition de loi comme celle de Tchani, le très respecté Dr Tchani, devient une loi rétrograde. Une loi rétrograde. Le Congo a besoin de cerveaux et de mains. Parce que les cerveaux qui sont au Congo, les mains qui sont au Congo ne suffiront pas dans la perspective où le Congo décollerait économiquement. Ça signifie que dans la perspective où le Congo accueillait beaucoup d'investissements étrangers, beaucoup d'emplois et d'emplois qualifiés. C'est pas l'emploi où, bon, les tomates, couper les tomates. Oui, les Congolais peuvent faire ça. Avec le niveau de l'éducation du Congo, l'éducation qui est distillée au Congo, même les universitaires d'aujourd'hui au Congo ne constituent pas une main-d'œuvre pour de grandes entreprises internationales qui s'implanteraient au Congo. Personne n'aurait du travail. Personne n'aurait du travail. C'est que les licenciés qui finissent maintenant au Congo sont loin d'être une main-d'œuvre pour les grandes entreprises des Blancs. Sont loin d'être... Nous, on a vécu ça. Nous, on a fini aussi des études au Congo. Mais quand on est arrivé ici, on vous dit recommencer à zéro. C'est pourquoi ici, nous sommes venus, on a encore fait des licences, des master degrees, des doctorats. Tout simplement parce que, avec le niveau qu'on avait au Congo, on est nulle part. Et c'est ça le message que je vais envoyer au chef de l'État congolais. L'éducation qui est distillée au Congo aujourd'hui, c'est une éducation qui est nulle. Le jeune Congolais qui quitte l'université aujourd'hui au Congo, il n'est pas compétitif. Il n'est pas compétitif. D'où la réforme de cette éducation. Il faut une réforme
alors une réforme sans complaisance et en profondeur de notre éducation. Le Congo n'a pas de main-d'œuvre. Nous n'avons pas de main-d'œuvre. Voici un pays qui ne prépare pas son avenir. Nous n'avons pas de main-d'œuvre. Les Congolais, on les a habitués à toujours réfléchir. Oh, le président est allé chercher des investisseurs. Les investisseurs. Mais ces investisseurs ne viendront alors jamais. Ils ne viendront jamais. Ça, c'est de la politique politicienne qu'on fait distiller au Congo. Ils ne viendront jamais. Et alors jamais, dès lors qu'il n'y a pas d'infrastructure, ça c'est d'abord une première situation. Le Congo, c'est un pays sans infrastructure de base. Deuxièmement, sans main-d'œuvre qualifiée, vous n'avez pas d'investissement de qualité. Le Congo n'aura pas d'investissement de qualité. Il faudrait que nos universités deviennent des universités. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui là. Quelle est notre université qui est même parmi les 20 premières en Afrique? Nos universités du Congo. Dites-moi, quelle est celle-là qui est même alignée parmi les 20 premières d'Afrique? Absolument aucune. Nous n'avons pas d'université au Congo. Nous n'avons pas un enseignement secondaire au Congo. Nous n'avons pas l'enseignement primaire au Congo. Tout est par terre. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du ramassis. C'est de l'argent du trésor public qui est gaspillé, jeté à travers la fenêtre. La fameuse gratuité dont on parle et qui est en train de sortir des millions chaque mois pour le financer, elle ne devrait même pas exister parce qu'elle finance quoi? Ce que nos enfants reçoivent, ce n'est pas de la formation. Le pays n'est pas compétitif. Nous ne formons pas de cadres de demain. Et tout est à revoir. Et puis, au-dessus de ça, on prend la xénophobie, on met encore là-dedans. Alors que ce déficit d'éducation, nous pouvions gagner ça en amenant ceux-là qui ont bénéficié de bonnes formations dans leur pays, qui seraient attirés. Je sais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui attirerait quelqu'un de quitter son pays pour venir en RDC? C'est pour dire que ce pays, il ne faut pas qu'on se perde dans des discours. Oh non, les choses changent. Qu'est-ce qui change au Congo? Qu'est-ce qui change au Congo? Ici, aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur la politique d'immigration. Il est temps qu'on commence à réfléchir, qu'on abandonne un peu ce discours inutilement xénophobe. Ça ne paye pas. Le Congo a de l'espace. Nous avons de l'espace pour loger les gens, pour vivre avec les autres. Et que ces autres-là, ils ne viendront pas pour nos beaux yeux seulement. Ils viendront travailler pour nous. Travailler pour notre progéniture. Ils vont construire ce pays. Ce pays a été construit par des Indiens, par des Pakistanais, par des Zimbabwéens, par toutes les colonies, par les Kenyans, hein, par toutes les colonies britanniques. Ce pays a été construit par les étrangers. Nous devrions comprendre cela. L'immigration n'est pas une mauvaise chose. L'immigration contribue au développement. L'immigration contribue au développement d'un pays. Nous voici avec M. Sunak, aujourd'hui Premier ministre dans ce pays, qui devient l'homme solution. Il n'est pas une menace. Légiférons. C'est pourquoi nous continuons à dire ici sur Canal Télé
Au lieu que notre Parlement, l'Assemblée nationale, prenne son temps pour légiférer, pour faire des réformes, prendre des lois positives. Non, c'est plutôt du folklore. Et ce folklore, commençant au sommet, avec un bosso qui fait du folklore, alors du folklore, et vous prenez les autres membres du Parlement. Et quand déjà vous voyez des sommités comme le professeur Mbata qui... Une sommité pourtant, quelqu'un que j'ai toujours respecté, devenir un chantre, professeur Mbata, devenir chantre, il ne peut plus comme ça prononcer une phrase sans faire des éloges. Il oublie que de sa bouche ne peut sortir que la science. De sa bouche ne peut sortir que de bonnes paroles, des paroles qui peuvent bâtir. Mais si des scientifiques aussi chevronnés, comme le professeur Mbata, peut tomber dans la médiocrité aujourd'hui, le Congo est dans la dérive. Nous disons ces choses, pas parce que nous voulons nous prétendre, c'est parce que nous tirons des leçons de là où nous vivons dans la diaspora et nous voulons que notre pays fonctionne. Ce pays-là doit fonctionner. Et il est temps que des apprentis sorciers vraiment comprennent que... Parce que ce pays devient un pays, tout le monde peut être tout le monde. Depuis qu'on a vu tout le monde devenir tout le monde, et tout le monde espère devenir tout le monde au Congo. Et là, c'est un précédent très fâcheux. Et si tout le monde ne devient pas Premier ministre, tout le monde ne devient pas président. Non. Il y a des étapes à franchir pour le devenir. Mais au Congo, non, on a vu un petit coup de force, on le devient. Un petit mouvement, un petit opportunisme, avec un parti alimentaire, on gravit des échelons, on devient ministre. Toujours avec sa valise de parti alimentaire, on peut encore devenir même Premier ministre et tout ça. Ça, c'est quel pays? Un pays chiffon. Nous disons que il est temps de diriger un peu ce pays-là. Il est temps de diriger ce pays. Ceci était seulement... Nous avons tenu à revenir après ce temps de break pour placer ce mot avec l'avènement de Sunak. Il est temps que nous ayons une autre vision chez nous. C'est ça la leçon à retenir. Une autre vision de l'étranger chez nous. L'étranger n'est pas qu'une menace. L'étranger peut vous sauver pendant une situation difficile. Aujourd'hui, M. Sunak est en train de sauver la Grande-Bretagne dans une crise économique sans précédent. Nous avons dit, nous vous retrouvons encore prochainement. Merci. Aux Côte d'Ivoire.